Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé sont désormais presque libres en attendant leur procès en appel. Ainsi en ont décidé les juges de la chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale, ce jeudi 28 mai. Acquittés en janvier 2019, les deux hommes se sont vus imposer des restrictions strictes en attendant que la chambre d'appel de la CPI n'infirme ou ne confirme leur acquittement. Nombre de ces restrictions viennent d'être levées. Quelles sont-elles et quelles peuvent être leurs implications pour les deux prévenus? Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent-ils retourner en Côte d'Ivoire? Si oui, quelle pourra être leur influence sur le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire? Deux invités avec moi pour en parler. Djemal Taleb, vous êtes juriste, avocat au barreau de Paris, analyste politique, éditorialiste, membre de l'Observatoire du développement africain. Merci Djemal Taleb. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard Oudin, vous êtes conseiller spécial de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, un compagnon de lutte. Êtes-vous, en tout cas c'est ce que vous répétez souvent, vous êtes écrivain aussi, vous avez d'ailleurs écrit un livre, Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Massimilo. Merci Bernard Oudin d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette décision que vient de prendre la chambre d'appel de la CPI ce jeudi 28 mai. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé poursuivent inexorablement leur marche vers la liberté. Détenus depuis de nombreuses années et pour des crimes que les juges d'instance ont estimé qu'ils n'ont pas commis, ils viennent de gagner encore plus de liberté, y compris la possibilité de se rendre désormais dans leur pays, la Côte d'Ivoire. C'est un sujet de notre rédaction signé Fanny Monechi. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, autorisé à quitter la Belgique. La Cour pénale internationale a annoncé jeudi 28 mai assouplir les conditions de mise en liberté de l'ancien chef de l'État. Laurent Gbagbo était assigné à résidence à Bruxelles depuis son acquittement en 2019 d'accusations de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Une décision de la CPI qui concerne également Charles Blé Goudé, ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens. La chambre d'appel a décidé de révoquer les conditions suivantes. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour, remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport, se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent néanmoins soumis à des obligations, celle de ne pas s'exprimer publiquement sur cette affaire, de comparaître devant la CPI, notamment pour les audiences de la procédure d'appel, mais aussi et surtout, ils doivent obtenir du pays dans lequel ils souhaitent se rendre une autorisation préalable, condition qui rend incertain leur éventuel retour en Côte d'Ivoire, d'autant plus que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tous deux été condamnés par contumace par la justice de leur pays. Mais ça reste compliqué, ça ne favorise surtout pas la réconciliation tant prônée par le pouvoir en place et par l'opposition. Quand on veut un retour en place, par exemple pour Blé Goudé qui a été rejugé pour les faits déjà jugés et Laurent Gbagbo qui est jugé pour le braquage rejugé en Côte d'Ivoire par contumace. Pour ces raisons, s'ils ont été acquittés, il faut assouplir les choses, voir l'avenir et faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient afin que ne se perpétuent pas les cycles de violence. La décision de la Cour pénale internationale a été accueillie avec satisfaction par le Front populaire ivoirien, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi du côté du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avec qui le FPI a conclu un accord politique en vue des prochaines élections présidentielles et législatives. Bernard Oudin, vous êtes auteur du livre Gbagbo, un homme, un destin. Comment a-t-il accueilli cette nouvelle décision qui vient de tomber? Je pense que le président l'a accueilli comme une décision qu'il attendait depuis longtemps, que nous attendions tous depuis longtemps. C'est une avancée dans un processus qui va se terminer bientôt et qui n'aurait jamais dû commencer. Vous parliez de mon livre. Dans mon livre, j'explique, avec des documents à l'appui, qui sont les emails échangés par la France, la CPI, les Nations Unies à l'époque, où on a fabriqué
un cas Gbagbo pour la CPI. Donc c'est évident qu'un fabriquant un dossier comme ça, il ne pouvait pas avoir une bonne fin. Et c'est ce qu'ont dit les juges. Vous avez parlé de l'acquittement du 15 janvier 2019. Oui. Les juges ont remis leur jugement écrit en juillet 2019. C'est un document qui fait 1000 pages. Je ne dirais pas que c'est un document d'acquittement de Gbagbo. C'est un réquisitoire contre l'action du procureur, qui est une action en dehors de toutes les règles de droit. C'est ça la vraie réalité. Et aujourd'hui, la Cour en tire les conséquences. Et les conséquences finales... C'est comme ça que vous interprétez. Mais ça ne peut pas être interprété autrement. Ça ne peut pas être interprété autrement. Nous reviendrons plus en profondeur sur le dossier de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé Jemal Taleb. Il faut qu'on comprenne quelque chose, parce que la justice internationale semble avoir un fonctionnement un peu particulier. Pourquoi avoir refusé d'accorder la liberté en janvier 2019 à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé, j'entends liberté totale, sous prétexte qu'il y a risque de fuite, etc., et aujourd'hui, lever ces restrictions? Qu'est-ce qui, entre-temps, a changé? Rien n'a fondamentalement changé. D'ailleurs, l'arrêt, quand vous le lisez, quand je le lis, il précise une chose importante. Il dit que la Cour n'a pas du tout commis une erreur manifeste de raisonnement. Et donc, le fondement du raisonnement tel qu'il a été fait la dernière fois, elle ne l'a pas rejeté. Elle a assoupli des mesures. Il faut savoir que quand la première décision a été faite, avant qu'elle ne soit notifiée sur appel du parquet, elle était déjà plus souple qu'elle ne l'est devenue plus tard. Et elle a imposé un certain nombre de restrictions, ce qui est d'ailleurs une aberration totale, parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « nous allons vous imposer des restrictions, en même temps, nous allons vous acquitter ». Alors, soit je suis acquitté et il n'y a pas de problème, soit je ne suis pas acquitté et il y a des restrictions. Et donc, c'est toute l'aberration. Et là, la Cour, aujourd'hui, elle corrige une aberration qui n'avait juste pas de sens. Moi, j'ai une relation très médiocre avec la justice internationale et je ne l'aime pas. Et j'ai toujours pensé, il faut qu'on soit clair, je ne suis pas favorable à l'impunité. Et je considère que quand dans les voies de recours internes ne sont pas très bonnes, qu'il y ait une espèce de justice extérieure, je ne suis pas contre ça. Celle-là me pose beaucoup de problèmes, nous ne l'avons pas revenir ici parce que mes états d'âme, à la limite, n'ont pas d'intérêt. Mais là où j'ai un gros souci, c'est que quand vous avez des magistrats qui vont juger des faits extérieurs, dans une culture qu'ils ignorent, dans un contexte qu'ils ignorent, dans un pays dont ils ont une connaissance assez limite, et qui doivent se fonder sur des faits eux-mêmes faits depuis très longtemps et des éléments de preuve qui disparaissent, tous les pénalistes au monde vous le diront, ça me pose un problème. Cela dit là, cette décision, je considère qu'elle est de grande importance. D'abord, elle a une grande valeur rédactionnelle, elle est d'une grande valeur juridique. Et je considère, là, pour le coup, que la Cour, avec la décision qu'elle vient de prendre, elle remet... Il n'y a plus risque de fuite. Mais il n'y a jamais eu de risque de fuite en réalité. Quand vous appelez Laurent Gbagbo, pardon, vous ne vous camouflez pas du jour au lendemain et ça n'avait juste aucun sens de le faire. Et elle corrige ce que... Alors, je pense que le camouflet donné au parquet, à l'époque, ils l'ont assoupli parce qu'ils ne voulaient pas lui donner un réel camouflet. Et aujourd'hui, ils assouplissent encore plus, parce que la mesure de dire à quelqu'un, à une personnalité comme Laurent Gbagbo, ne partez pas parce que vous allez fuir, ne partez pas, nous allons confisquer vos... C'est une aberration totale. Même si, encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'erreur manifeste n'a pas été reconnue, c'est ce que les avocats du président Gbagbo ont demandé. Ça n'a pas été reconnu. Mais il n'empêche que, et encore je salue le travail des avocats du président Gbagbo qui ont fait un excellent travail, et quand vous lisez les conclusions, vous comprenez absolument que c'est de la littérature juridique de très bon niveau, et là, le travail qu'ils ont fait est absolument reconnu comme tel, parce qu'encore une fois, et je le dis et je ne vais cesser de le répéter, vous ne pouvez pas continuer à imposer des restrictions à quelqu'un et en même temps vous l'acquitter. C'est curieux. Deux points importants. Structure la décision qui a été rendue ce 28 mai. Rappelons d'abord qu'au total, 123 États ont reconnu la compétence de la Cour. Les deux prévenus, si on peut les appeler ainsi, sont désormais libres de leur mouvement. Ils peuvent voyager, ils peuvent aller retirer leurs documents de voyage qui leur ont été confisqués par le greffe de la CPI. Ces deux éléments importants aujourd'hui, Maître Oudin, comment comprendre ça aujourd'hui? On dit Laurent Gbagbo peut aller dans n'importe quel pays où il veut
pourvu que ce pays ait reconnu la compétence de la CPI. Et bien entendu, lui et Charles Blé Goudé, lui, ont le droit désormais de retirer leurs documents de voyage. Comment interpréter cette décision qui vient d'être rendue? Est-ce le cheminement normal vers l'acquittement définitif, ou peut-on vraiment envisager qu'après une telle décision, on puisse après les jeter encore en prison, enfin les condamner, les mettre encore en prison? D'abord, je reviendrai sur un terme de sémantique. Vous parlez, on pourrait les appeler des prévenus. On ne peut plus les appeler des prévenus depuis le 15 janvier 2019. C'est ça. Ils ont été acquittés. Bon, ce sont des gens acquittés. L'acquittement n'est pas confirmé par la chambre d'appel, on est d'accord. L'acquittement n'a pas été remis en cause, et je dirais qu'il n'a même pas été remis en cause par Mme Bensouda. Monsieur Oudin, n'extrapolons rien. C'est très important. La chambre d'appel n'a pas encore rendu sa décision. Non, c'est très important parce que la chambre d'appel va prendre une décision par rapport à des documents fournis par le procureur et par les avocats de la défense. Or, si vous lisez les documents du procureur, le procureur fait une pirouette juridique en ne disant pas qu'il est contre l'acquittement. Il dit qu'il est contre le procès lui-même. C'est-à-dire, rendez-moi mes pièces, je vais faire un autre procès. Ce qui est une aberration mentale. Voilà c'est pour ça que je voulais parler de ça en a priori. Et on parle de la libération aujourd'hui des capacités de mouvement du président et de Charles Blé Goudé. Oui. Vous parlez de 123 pays de la CPI, qui sont membres de la CPI, dans lesquels l'un et l'autre des acquittés pourraient circuler. Mais j'en vois un dans les 123, qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et je vois qu'en Côte d'Ivoire, il y a un document qui s'appelle la Constitution, et un article de la Constitution qui dit « Nul Ivoirien ne peut être contraint à l'exil ». La place de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, et éventuellement de notre petite personne en tant que citoyen ivoirien, c'est d'être à Abidjan, si on a envie d'être à Abidjan. Donc, le retour du président Gbagbo, c'est quelque chose qui sera acté, et qui, pour moi, est acté depuis le 11 avril 2011. J'avais dit à l'époque que l'histoire rendrait raison à Gbagbo. Elle est en train de lui rendre raison. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est le retour en Côte d'Ivoire du président Gbagbo dans des conditions normales. Et il faut maintenant qu'on examine. En tout cas, on n'en est pas encore là. On va en parler. Et pour finir avec l'appel, il est évident, la dernière partie de votre interrogation, c'est intéressant que vous l'ayez, c'est comment peut-on faire demi-tour maintenant? Mais c'est ça le... C'est plus possible. Juridiquement, psychologiquement, humainement. Il faut C'est pour ça que se pose la question, comment comprendre? Vous parlez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que les juges veulent corriger une aberration. La question se pose, comment peut-on faire tout ça? Et demain dire à Laurent Gbagbo, en fait, vous êtes coupable, retournez en prison. Non, Il faut lire le jugement d'acquittement. Alors, tout est envisageable, évidemment, et on n'est pas capable d'extrapoler sur une situation qu'on ne connaît pas. Quand vous lisez la décision de Mme Herrera Corbuccia, qui présidait la dernière fois le cours qui a acquitté le président Gbagbo, et qui est d'une grande qualité rédactionnelle, vous comprenez des motivations absolument sérieuses, et vous comprenez la qualité du procès tel qu'il a été présenté par la défense de Gbagbo. Et non, c'est pas Corbuccia, excusez-moi. C'est Herrera Kouno Tarfusser qui présidait. C'est lui qui... Non, mais en tout cas, la position de Mme Herrera que j'ai lue... Elle était dissidente. Voilà, qui était une position absolument dissidente et d'une grande valeur juridique. Quand vous la lisez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est évident. Mais encore une fois, je ne suis pas capable, moi, du tout, de donner un avis précis, circonstancié sur un dossier dont je n'en ai pas eu connaissance technique. Cela dit, il faut se dire que les choses ne sont pas terminées encore. Ah, pas du tout. D'abord, on est dans un procès d'appel qui lui durera très longtemps. Deuxième chose, c'est qu'il a été retardé, il sera encore retardé avec les conditions sanitaires que l'humanité vit actuellement liées au Covid. La prochaine audience est prévue du 10 au 12 juin 2020. Si les conditions du Covid le permettent encore. C'est-à-dire qu'on ne sait pas véritablement, jusqu'ici c'est retardé, probablement que ça le sera encore. Donc ça n'est pas terminé. Et puis, une fois que ce procès est terminé, on a deux éventualités. Soit alors il est acquitté et c'est fini. Soit elle n'est pas acquittée et qu'il y a un non-lieu ou qu'il y a une circonstance nouvelle, ça suppose deux choses. Soit il y a un non-lieu et donc la Cour internationale en a fini, ce qui n'exclut pas que les États eux-mêmes extérieurs, ceux qui le veulent bien, continuent eux des poursuites dans d'autres situations. C'est-à-dire que nous sommes encore dans une situation qui est encore incertaine, qui n'est pas terminée. Mais il y a une victoire aujourd'hui qui est évidente, celle du président Gbagbo et de son équipe de défense. C'est-à-dire, nonobstant la décision dont je parlais tout à l'heure, dissidente, qui est extraordinairement bonne, la décision elle-même du mois de janvier 2019 est extraordinaire et la victoire d'hier est incontestablement une victoire déterminante parce que pour le coup, on met fin à ce que j'appelais tout à l'heure une aberration judiciaire qui consiste à dire à quelqu'un « je t'acquitte mais en même temps je continue à t'embêter ». Mais
la situation n'est pas terminée. Et puis, le comportement du parquet va être fondamental. Le parquet, ce que disait Bernard tout à l'heure, dit... Voyez-vous, les pièces que j'ai données la dernière fois ne sont pas complètes, j'aimerais bien les terminer. Oui. Et donc, il fait appel en disant, des circonstances et des éléments nouveaux font que je suis encore capable de donner des éléments qui font que la situation est aggravée. Mais enfin, ça tombe bien, parce qu'il y a un procès en appel. Et le procès en appel, lui, déterminera est-ce que le parquet, comme la première fois, avait des dossiers insuffisamment complets pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet soient condamnés, ou alors il va contenir des éléments comme la dernière fois qui, encore une fois, vont se terminer en autre boudin et les deux seront acquittés. Est-ce que vous êtes très rapidement un point par rapport à ça, avant que je passe à Bernard Oudin. Est-ce que le fait pour les juges d'instance de n'avoir pas pris la patience d'écouter les témoins de la défense peut servir de motif valable pour le bureau de la procureure afin d'obtenir réellement une reprise des procès? Non, bien sûr que oui. Évidemment, rien n'empêche, encore une fois, le bureau du procureur de dire le procès tel qu'il a été fait est incomplet, nous demandons un réexamen nouveau, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. C'est ça. Mais oui, mais c'est ce qu'elle a fait. Je veux dire, rien ne l'empêche de le faire. La question, c'est pas est-ce qu'elle a le droit ou pas de le faire. La question, c'est est-ce que les magistrats du siège, plus tard, vont la suivre ou pas. C'est ça qui va être déterminant, pas le reste. Mais j'ai mal. La vraie question, c'est comment comprendre que les juges d'instance aient été tellement convaincus seulement après avoir écouté les témoins du bureau, qu'ils n'ont pas eu besoin d'écouter les témoins de la défense et de prendre une décision, et que d'autres juges trouvent aujourd'hui des raisons de les garder. La beauté de la justice, c'est que précisément, il y a toujours une opinion qui peut être convaincue et une autre qui change d'avis. Oui. L'avantage d'un procès en première instance et d'un procès en appel, c'est que s'il y a une erreur, elle est corrigée plus tard. Les magistrats en appel sont toujours plus expérimentés et mieux à même de comprendre les situations que les premiers. Ça ne veut pas dire que les premiers ne la comprennent pas, mais en tout cas, on est toujours capable de corriger. Ce qui fait que la justice est circulaire, c'est que précisément, on est capable à chaque fois de faire appel quand la décision ne convient pas. Et donc, on peut considérer qu'une aberration, moi je vous ai relever la première aberration, c'est de dire à quelqu'un vous êtes acquitté, mais en même temps vous ne l'êtes pas. Oui. Mais évidemment qu'on est naturellement toujours capable de faire. Mais la beauté de la justice, c'est qu'on est capable de prendre une décision et le lendemain aller à un appel et avoir une autre décision parce que les éléments nouveaux, nous sommes dans un dossier contradictoire, dans un procès contradictoire. Les parties, chacune expose ses motifs et il appartient au magistrat du siège à ce moment-là d'en tirer les conclusions. Ils peuvent se tromper. La justice n'est pas non plus ni rien d'autre qu'une justice humaine qui est capable de se tromper. Bernard Oudin, vous jubilez en ce moment et ça se comprendre deux restrictions restent encore posées sur la table, ne pas s'exprimer publiquement sur l'affaire, bon, c'est pas très compliqué pour eux, et être disponible à répondre à toutes les convocations. Vous venez d'évoquer, on le verra dans la deuxième partie, l'hypothèse de voir Laurent Gbagbo regagner son pays. Effectivement, si Laurent Gbagbo aujourd'hui a envie de voyager, c'est pas pour aller faire du tourisme en Colombie, c'est sans doute pour retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'il reste disponible pour répondre aux convocations de la CPI. Ça veut dire quoi? Il voudra aller et rester à Abidjan et quitter chaque fois pour répondre aux convocations de la CPI? D'abord, il faut remettre les choses dans le contexte. Il n'y a pas de procès d'appel à la CPI aujourd'hui. Oui, ça commence en juin. Non, on mélange tout. On mélange tout. Laissez-moi terminer. Le 11 juin, il doit y avoir une audience pour parler, 10 ou 12 juin, c'est sous réserve puisque c'est en pointillé dans le document, pour dire éventuellement s'il y aura un appel. Actuellement, nous sommes à la chambre d'appel. Nous ne sommes pas à la cour d'appel. Et cette chambre d'appel doit décider si elle renvoie. Va examiner Donc, pour l'instant, il n'y a pas de procès d'appel. Oui, on va dire ça comme ça. Non, il faut être très précis. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Mme Bensouda a fait une argutie juridique pour essayer de s'en sortir. Mais c'est Mme Bensouda elle-même qui a arrêté la machine de son propre fait. Elle avait 136 témoins annoncés. Elle s'est arrêtée au 95e. C'est pas nous qui l'avons arrêtée, c'est elle qui s'est arrêtée, faute de carburant. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Non, attendez, je vais continuer là-dessus. Très rapidement, parce qu'on doit marquer une courte pause pour l'instant. Mais on en reparlera après la pause si nécessaire. Mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre les gens dans l'idée qu'il y a un procès d'appel en cours qui pourra durer des années. On n'en sait rien en fait. Vous ne pouvez pas convaincre. Mais vous pouvez regarder ce qui s'est passé depuis le début. Bernard, votre explication sémantique, on peut évidemment la comprendre. Et donc, la précision juridique voudrait qu'on dise, nous ne sommes pas encore dans un procès d'appel, nous sommes dans une procédure où le parquet dit, j'ai des éléments nouveaux, je voudrais
en chambre d'accusation que des éléments nouveaux permettent un nouveau procès en appel. Et on n'y est pas encore. Et là, Bernard, évidemment, a raison. Mais enfin, le raccourci facile peut dire elle a fait appel par avoir un nouveau procès d'appel. Demande d'appel. Voilà, c'est tout. Mais il a raison dans la sémantique, Bernard. Le mémoire d'appel a été réceptionné en étude. Il peut être rejeté, il n'y a pas d'appel. On est d'accord, le mémoire d'appel peut effectivement être rejeté. Une dernière précision, c'est que la CPI est un tribunal très particulier où il y a un bureau des juges qui sont un petit groupe qui tourne et qui est soit en chambre préliminaire, soit en chambre d'appel. Vous pouvez retrouver les mêmes. C'est pas comme dans les tribunaux ici où vous avez des tribunaux d'instance et des chambres d'appel qui ne sont pas les mêmes. Du tout, qui sont même totalement différents. Et donc vous pouvez voir les mêmes personnes se retrouver. Qui ne peuvent jamais être les mêmes. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. L'émission de ce jour est consacrée au cas Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale viennent d'assouplir les restrictions qui leur ont été imposées en janvier 2019. Djemal Taleb, le dossier Laurent Gbagbo a deux dimensions. Une dimension, on va dire, juridico-juridictionnelle et une dimension politique. Avant le 20 mai 2020, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne pouvaient pas se rendre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont théoriquement cette possibilité. La question c'est, la Côte d'Ivoire peut-elle refuser de les recevoir? Je précise que dans l'arrêt rendu, il faut absolument que le pays donne son accord au greffe de la CPI avant qu'il s'y rende. Est-ce que dans cette hypothèse-là, la CPI la Côte d'Ivoire peut dire non? Il y a deux dimensions différentes. D'abord, Charles Blé Goudé lui-même est condamné à 20 ans de réclusion chez lui. Donc, s'il vient, il prend le risque lui-même de devoir répondre à la justice de son pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à votre question plus au fond, c'est il y a deux réponses différentes. La réponse juridiquement parlant, c'est non. Par raison simple, c'est qu'à la Côte d'Ivoire, et Bernard vient de le rappeler tout à l'heure, et dans le dispositif de droit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas empêcher un Ivoirien de rentrer chez lui. Donc la question ne se pose pas. Cela dit, il peut rentrer chez lui. La Côte d'Ivoire a signé la convention contre la patridie. Donc la patridie, qui est d'ailleurs une convention internationale qui interdit totalement la patridie, et donc ce n'est pas possible. Le deuxième élément maintenant, c'est que la Côte d'Ivoire elle-même étant membre, et donc partie à la CPI, elle est évidemment un pays éligible, et le pays des deux personnes elles-mêmes capables de les recevoir. Donc il n'y a pas de verrou. Il y a maintenant un troisième verrou, qui est le verrou politique. Et donc si la Côte d'Ivoire, sous un argument, je ne sais pas lequel, décidait d'empêcher et l'un et l'autre, ou l'un sans l'autre, de ne pas rentrer chez lui, ça aurait une conséquence politique beaucoup plus importante. Mais le motif, je ne vois pas lequel et je ne vois pas comment. Il n'y a donc pas de motif. Non, je ne vois pas comment empêcher l'un et l'autre, sauf à dire que pour des raisons de sécurité, de salubrité, de stabilité publique, ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité et l'un et l'autre. Non, c'est-à-dire qu'on peut considérer que pour des raisons de trouble à l'ordre public et compte tenu de la situation il faut assurer l'ordre, le maintien d'ordre dans ce moment-là. Vous m'avez posé la question à laquelle je ne suis malheureusement pas capable de répondre que par extrapolation, parce que je n'en sais pas plus que ça. Ce que je vous ai dit, c'est que juridiquement, la réponse est non. La question maintenant, c'est que est-ce que par un motif quelconque lié à la stabilité et donc au risque d'instabilité publique, ils sont capables de l'invoquer? Oui, pourquoi pas? Cela dit, il va falloir l'expliquer en fait. Mais encore une fois, dissociant l'un de l'autre. Charles Blé Goudé, lui, a été condamné dans son pays. Et donc, Laurent Gbagbo aussi. Non, chez Charles Blé Goudé, qui a été condamné. Les deux. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO. Ah oui, et à une amende. Vous parlez du procès de la BCEAO. Ah oui, à une amende de 329 milliards. Vous parlez du procès de la BCEAO. Moi, je parle du procès de Blé Goudé. C'est-à-dire que si on prend cette initiative, c'est-à-dire qu'on prend le risque, évidemment, encore une fois, de rentrer dans un pays dans lequel on est condamné. Mais enfin, à ce moment-là, on va affronter autre chose. On va considérer que la justice n'est pas indépendante, qu'elle est sous influence, et on va rentrer dans une autre considération qui elle va être une considération beaucoup plus politique que juridique. Mais en tout cas, en l'espèce, compte tenu de la décision qu'on a connue hier, a priori, rien ne s'oppose à ce que l'un et l'autre rentrent dans son pays quand il en a envie. Bernard Audin, vous côtoyez Laurent Gbagbo tout le temps.
vous discutez avec lui tout le temps. Exprime-t-il l'envie de retourner dans son pays, la Côte d'Ivoire? C'est pas moi qui le dis, il l'a toujours dit. Il a dit mon pays c'est la Côte d'Ivoire, je rentrerai en Côte d'Ivoire. On ne peut pas empêcher un national de rentrer dans son pays. Le problème, c'est pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, c'est les conditions dans lesquelles il pourra rentrer, oui, que ce soit politique et social, et éventuellement judiciaire, et la situation qu'on a aujourd'hui. Je reviens sur les deux procès. Le procès pour Charles Blé Goudet, en Côte d'Ivoire, on l'a condamné en 3h30 de procès, oui, aux mêmes faits pour lesquels il a été acquitté à la CPI. Torture, homicide volontaire et viol. On ne peut pas condamner 200 millions d'amendes. On ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour la même chose. Il a été acquitté une première fois par la justice internationale. La justice de M. Ouattara à Abidjan ne peut pas décider en 3 heures de changer quelque chose qui a été traité pendant 2 ans et demi à la Cour pénale. Mais ça, premier point. Il est condamné quand même. Non, mais écoutez, il faut rester très sérieux. Oui. Deuxième chose, encore plus sérieuse. Monsieur Ouattara, président de la Côte d'Ivoire un instant, a pris une décision d'amnistie il y a quelques années qui a fait que Madame Simone Gbagbo est sortie de prison et que les faits, Monsieur Justin Koné-Katinan, qui est le porte-parole du président, qui est en exil au Ghana actuellement, ont été amnistiés des faits de braquage de la BCAO. Et quand vous avez une loi d'amnistie, on amnistie les faits. Et si on veut aujourd'hui condamner Gbagbo pour des faits qui sont amnistiés, oui, ça n'a aucune valeur juridique. C'est très intéressant. Donc, de ce côté-là, oui, dans tous les vraies instances de droit, la condamnation de M. Gbagbo aujourd'hui, elle est nulle et non avenue. Non, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire se dirige normalement vers une élection en octobre-novembre 2020, oui, qui est constitutionnellement la date. Maintenant, le vrai problème, c'est pas de savoir si le président Gbagbo rentrera pour être candidat éventuellement. Non, c'est son droit et je n'en parlerai jamais ici. Mais il faut savoir, est-ce qu'il y aura ou pas une élection? Moi, je ne cherche pas à savoir qui va être candidat. C'est le problème d'élection. C'est une autre question, mais c'est une une question grave. Vous pensez aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo peut sans encombre se rendre en Côte d'Ivoire et qu'il n'y a aucune espèce de risque qu'il ait maille partie avec la justice ivoirienne? Il y a un très grand risque aussi, c'est celui que si Gbagbo est annoncé à Abidjan, qu'il y ait un mouvement populaire, oui, immense pour aller le chercher à l'aéroport. Moi, hier soir, quand j'avais les gens au téléphone jusqu'à des heures avancées de la nuit, tout le monde me disait « mais le président va rentrer ». Je leur ai dit « il faut rester raison gardée, rester serein ». Il y a une décision qui est, pour l'instant, une excellente décision. Tout n'est pas réglé, puisqu'on parlait de chambre d'appel tout à l'heure. Il faut rester serein. Laurent Gbagbo ne va pas descendre à l'aéroport de Port-Bouët dans 24 heures. Parce que j'ai même des gens qui m'ont dit il a déjà quitté la Belgique. J'aurais expliqué qu'en Europe, actuellement, il y avait des fermetures de frontières, même moi qui suis à 200 km de la frontière belge, je ne peux pas aller en Belgique. Donc, le problème est qu'il peut y avoir une déstabilisation par la volonté populaire à ce moment-là. Le président Gbagbo, c'est un homme de droit, de respect des règles. Le président Gbagbo est un enfant des élections. Le président Gbagbo ne voudra pas rentrer en Côte d'Ivoire pour créer un chaos. Le retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est justement la préservation du multipartisme, oui, et de la multiculture de ce pays. Donc c'est pour ça qu'il faut que les règles de rentrée de Gbagbo soient discutées, oui, et éventuellement, avec les gens qui sont actuellement au pouvoir, parce que vous aurez remarqué que tout l'arc politique ivoirien aujourd'hui, à part une toute petite partie de gens qui sont au RDR, on peut l'appeler RHDP ou RDR, c'est la même chose. Tout le monde est contre Ouattara. On va parler concrètement. Jemaa Taleb, comment s'imaginer la chose? C'est-à-dire que si aujourd'hui Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet prennent la décision de se rendre en Côte d'Ivoire, qui prendra l'initiative d'une espèce de médiation entre eux et l'État de Côte d'Ivoire? Comment imaginer la chose? Je n'imagine pas qu'ils se lèvent comme ça, ils achètent un billet d'avion et ils vont en Côte d'Ivoire. Non, il faut un préalable. Non, le préalable pour l'un et l'autre, c'est de se dire la procédure qui m'attend probablement en juin, quelle en est l'évolution, quelles en sont les conséquences, et ce que je vais faire. Et donc ce scénario-là est, de mon point de vue, le préalable à toute hypothèse ou pas de rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc,
les scénarios ne sont pas 10, il n'y en a que 2. Le premier, c'est que le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont acquittés. Et auquel cas, je vois difficilement une décision pareille qui ne s'impose pas, compte tenu de sa légitimité et de sa force, à l'État ivoirien. Et donc, quelles que soient les condamnations passées, les mêmes faits étant acquittés par la justice internationale, je ne vois pas de quelle possibilité pour l'État ivoirien d'invoquer un autre argument. Ou alors, ils ne sont pas... Je parle de maintenant, en attendant la décision finale. Non, mais je vous ai dit, c'est-à-dire qu'avant de prendre une décision maintenant, ils sont obligés, l'un et l'autre, de penser à ce qui se passe. Ou alors, ils se disent, le procès lui-même, de toute façon, n'aura pas lieu, le mémorandum déposé par le parquet ne sera pas accepté, et il n'y aura pas de procès en appel, et auquel cas, moi, le Goudé, le président Gbagbo, nous voulons rentrer maintenant. Oui. Ben, vous le ferez avec les coulisses. J'ai du mal à imaginer que les États voisins n'ont pas un regard à donner. J'ai du mal à imaginer qu'un pays comme le Nigeria n'a pas de regard à donner. J'ai du mal à imaginer que l'administration française n'a pas un regard à donner. Et donc la stabilité de la Côte d'Ivoire est en tenue compte. Ben Arroudin a donné un élément important maintenant, c'est la stabilité dans ce pays. Si demain nous avons 2-3 millions de personnes qui sont dans la rue pour accueillir le président Gbagbo, l'ordre n'est plus établi. Si jamais le gouvernement actuel en place, qui lui a une obligation absolue de faire attention à la stabilité d'un pays déjà très fragile, a besoin lui-même d'accepter. Et donc la négociation des conditions d'entrée, des conditions d'arrivée, de l'acceptation sera négociée très probablement avec les pays voisins et les pays proches. Ou alors des personnalités assez proches. La personnalité la mieux indiquée aurait été, s'il n'avait pas une position plus compliquée aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié. Mais lui est dans une position aujourd'hui de ralliement et d'alliance avec le président Gbagbo, il peut, à mon avis, jouer ce rôle. Le président Bédié. Bah, il ne se parle même plus. Voilà. Non, mais peu importe, vous pouvez ne pas vous parler pour une chose, mais les canaux, mais les canaux de communication ne sont jamais totalement rompus. Je vais vous dire, pendant la guerre froide, les Américains et les Soviétiques se parlaient via des canaux interposés. Donc il y a toujours des canaux. Quand vous avez gouverné ensemble pendant tellement longtemps, quand vous avez des dissidents de l'un et chez l'autre, que Bernard appelle le RDR, que j'appelle moi le RHDP, contient des amis d'anciens Gbagbo, d'anciens Bédié. Donc la possibilité de communiquer est possible là, mais elle peut se faire facilement par des pays. Un homme comme le président Talon, un président comme le président Issoufou sont absolument indiqués pour rentrer dans une médiation de cette nature. Et le président Issoufou, d'ailleurs, pour aller à lui, et ça, sans doute la personne la mieux indiquée, c'est le copain très proche du président Gbagbo, parce qu'ils étaient ensemble à l'Internationale socialiste, ils ont une histoire commune, il a des relations assez cordiales et assez fortes appliquées avec le président Ouattara, donc une négociation via le président Issoufou n'est pas impossible, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être le président Condé, ça peut être n'importe qui. Alors on a 3 pans maintenant, on a d'un côté la possibilité pour l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de se rendre dans leur pays, la Côte d'Ivoire. On est en train d'évoquer là la possibilité d'avoir des intermédiaires, et puis il y a celui qui a la décision. Vous êtes resté longtemps en Côte d'Ivoire, vous semblez bien connaître le président Alassane Ouattara. Quelle est la psychologie de l'homme? Dans quel état d'esprit peut-il aborder cette problématique-là? Quelle peut être sa réponse? Je ne vais pas me substituer au président Ouattara pour réfléchir à ça. Moi, le meilleur conseil qu'on puisse donner à Ouattara, c'est qu'il accepte que, sans aucun problème que Laurent Gbagbo rentre à Abidjan. Rappelons-nous que quand Gbagbo a été élu en 2000, il s'est dépêché, quand Laurent Gbagbo a été élu en 2000, il a été élu au terme de la période de transition militaire. Il a battu le général Gueye au premier tour de l'élection d'octobre 2000. Le président Ouattara était en exil en France. Bédié était en exil en France. Non, c'est une élection. Gbagbo a fait un forum de réconciliation nationale, il a fait revenir tout le monde. C'est vrai. Il les a assis, il a dit il faut que le pays fonctionne. Et au terme du forum de réconciliation, qu'est-ce qu'a fait Gbagbo? Il a nommé un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement qui a été... qu'ils ont failli renverser, puisque le coup d'État a échoué le 19 septembre 2002, dans ce gouvernement présidé par Laurent Gbagbo, il y avait Adjoumani, Patrick Hachi, Amadou Gon Coulibaly, l'actuel Premier ministre, Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Tous ces gens-là étaient dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Donc il faut remettre les choses en perspective. Laurent Gbagbo était pour l'intérêt général de ce pays. On sortait d'une période trouble de la transition militaire que j'ai bien connue, et on s'est retrouvé dans ce gouvernement d'union nationale qui a été attaqué. Et aujourd'hui, on a au gouvernement des gens qui ont été certains. Le président de l'Assemblée nationale, que je connais bien, puisque c'était mon avocat, il s'appelle Aoussou Jano, le président du Sénat. Mais il a été pour la première fois ministre de Gbagbo, après
les événements de Ouagadougou. Oui. Il était PDCI, il était nommé par Gbagbo. J'étais dans le bureau d'Aoussou. Oui. Mais il faisait des bons de cabri. Le président m'a donné ministre. Donc tous ces gens-là se connaissent. Résumé, si vous rappelez ces éléments historiques, c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a également intérêt à ce que, effectivement, tous les acteurs je n'ai pas donné des consignes au président Ouattara, c'est un grand garçon. Mais il est dans une situation où lui-même est en bout de course. Il a déclaré lui-même qu'il ne serait plus candidat. Donc, élection, pas élection, des conditions d'élection, M. Ouattara a terminé son mandat dans quelques mois. Oui. Le président Gbagbo a été retenu de façon indécente et insolente pendant des années à la prison de la CPI. Et je connais bien l'histoire. Il rentre dans son pays aujourd'hui, lavé de tous ses soupçons. La dernière fois que Gbagbo m'a parlé pendant qu'il était en prison, c'est dit « Bernard, je sortirai d'ici, mon honneur lavé », ce qui a été fait par le tribunal. Il va rentrer en Côte d'Ivoire, les gens vont s'asseoir autour de la table dans l'intérêt général du pays pour le futur. On n'a pas dit que Gbagbo allait s'asseoir dans un fauteuil d'où Ouattara allait partir. On a dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit tranquille pour les années à venir, qu'elle retrouve le rythme démocratique qui est le combat du président Gbagbo depuis l'origine. Cela dit, on n'est pas naïf et on sait très bien que le président Gbagbo était président de ce pays pendant une dizaine d'années et que s'il rentre, évidemment, comme on disait, en se rasant le matin, il va penser à la politique, c'est évident. Est-ce qu'il va penser effectivement à la politique comme vous semblez le dire, Jemal Taleb? Eh bien, on en parle dans la troisième partie de notre émission, après un coup de pause. Je voulais dire juste une petite chose. Le président Gbagbo, dans le livre dont j'ai parlé, dont vous avez parlé, j'ai mis en exerce du livre une phrase de Mandela qui dit « Quand on est allé en prison et qu'on en sort, on ne cherche pas à se venger, on n'a pas de temps à perdre pour ça. » Et ça, c'est le raisonnement du président. Bernard Oudin, conseil spécial du président Laurent Gbagbo, merci. Auteur du livre Gbagbo, un homme, un destin. Le représentant du RHDP n'a pas pu être avec nous dans les deux parties de cette émission, mais on va prendre congé de vous. Et il nous merci de l'invitation. Et pour la troisième partie de cette émission, merci à vous, Bernard. Merci à vous. À très bientôt. Mesdames et messieurs, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à Laurent Gbagbo et à Charles Blé-Goudé. Laurent Gbagbo, dont les juges de la Chambre d'appel de la CPI ont levé, ont du moins assoupli ce 28 mai les restrictions qui lui ont été imposées, de même qu'à Charles Blé-Goudé en janvier 2019 lors de leur acquittement. Un nouvel invité m'a rejoint, il s'appelle Mohamed Lamine Sanogo. Vous êtes un cadre du RHDP. Tout à fait. Le RHDP, c'est le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous êtes par ailleurs membre du think tank Ambition Génération Consciente. Effectivement. Ça sert à tout d'avoir des think tanks comme ça et de réfléchir sur l'avenir du continent. Alors, comment votre parti, le RHDP, a-t-il accueilli la nouvelle d'assouplissement des restrictions imposées à Laurent Gbagbo et à Charles Blé-Goudé? Alors déjà, je ne me permettrai pas de donner la position du parti puisqu'aucune communication n'a été faite à ce niveau. Mais en tant que membre de Ambition Génération Consciente et membre de l'Union des cadres RHDP en France, je peux me permettre de vous dire que la nouvelle a été accueillie avec plaisir parce que ça fait toujours plaisir de recevoir nos ressortissants qui rentrent au pays après avoir passé de longs moments à l'étranger. Avec plaisir, dites-vous. Avec plaisir parce que le RHDP est déjà un parti de rassemblement, un parti d'union. Et le président Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire, a fait de son leitmotiv la réconciliation des Ivoiriens. Alors, on va parler plus concrètement, monsieur Mohamed Lamine Sanogo. Vous connaissez mon émission. On dit tout, on demande tout. Ça marche. Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose que vous êtes au courant. Il y avait à la CPI des avocats de la Côte d'Ivoire qui ont plaidé pour le maintien des restrictions imposées à Laurent Gbagbo. Ça, vous le savez, ça? Il y avait, oui, effectivement, je suis sans ignorer qu'il y avait à la CPI des avocats pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Ce qui est tout à fait normal. Et vous savez ce qu'ils voulaient?
ces avocats. Je sais très bien ce qu'ils voulaient, mais la CPI est une juridiction indépendante et supranationale. Alors, la décision concernant... Vous êtes content d'avoir échoué? On n'est pas content d'avoir échoué. Moi, ce n'est pas un échec au fait. Ah, c'est pas un échec? C'est pas un échec. D'accord. Parce que les restrictions ont été assouplies, mais la décision définitive n'a pas encore été émise. C'est pas un échec pour la Côte d'Ivoire. De toute façon... Ça veut dire quoi? Que vous souhaitez quoi? On souhaite l'union des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Non, monsieur Mohamed Lamine Sanogo, vous dites, vous ne vivez pas ça comme un échec. J'ai rappelé que des avocats de l'État ivoirien étaient devant la CPI pour plaider pour le maintien des restrictions imposées à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Et la décision de ce 28 mai est en quelque sorte un camouflet. Puisque de toute façon, le message n'est pas passé au niveau des juges de la CPI. Et vous nous dites là pour vous consoler que de toute façon ce n'est qu'une décision provisoire et que la décision définitive n'est pas terminée. En fait, je suis contre l'expression consoler parce qu'au fait, c'est la Côte d'Ivoire qui a transmis le dossier de Laurent Gbagbo à la CPI. Si, en transmettant le dossier de Laurent Gbagbo, on souhaitait faire preuve d'une mauvaise foi, on aurait pu le juger en Côte d'Ivoire et appliquer une décision qui allait dans le sens de ce qu'on voulait. D'accord. Mais par souci d'équité, comme je le dis, notre parti est un parti de rassemblement, de justice et d'union. On a soumis le dossier à des juridictions internationales. Et encore, je tiens à vous rappeler, quelles que soient les issues de la décision de la CPI, là on parle de mon pays, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle d'une crise qui a déchiré la Côte d'Ivoire, on parle d'une crise qui a séparé des familles, les Ivoiriens se sont entretués, il y a eu 3 morts. Alors quelle que soit la décision de la CPI, ça ne changera pas au fait que les Ivoiriens, pendant un moment de leur vie, se sont entretués par le fait que M. Laurent Gbagbo a refusé de céder le pouvoir après sa défaite au soir d'octobre 2010. Je retiens de votre réponse, M. Mohamed Lamine Sanogo, que le RHDP a accueilli avec grand plaisir la décision rendue ce 28 mai 2020 par les juges de la Chambre d'appel de la CPI. Alors, je me permets, excusez-moi s'il vous plaît de vous interrompre, mais j'aimerais apporter un petit rectificatif. Allez-y. Alors, quand je dis que c'est avec un plaisir qu'on accueille la décision de la CPI concernant le dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je tiens à rectifier le fait que je ne suis pas ici en tant que représentant du RHDP. Alors cela n'engage que moi. Moi j'ai consulté le RHDP qui m'a envoyé un représentant. Oui, le RHDP vous a envoyé un représentant pour défendre sa vision, effectivement. Mais avant de soumettre cet avis, j'ai dit que ça n'engageait que moi parce qu'on attendait la décision des autorités au pays concernant le dossier. C'est votre honneur, Mohamed Lamine Sanogo. Vous êtes heureux que 2 de vos compatriotes aient la possibilité de se mouvoir, d'aller, de venir. C'est important, c'est bien, c'est à votre honneur. Ce n'est pas une exception de toute façon. Toutefois qu'un Ivoirien est à l'étranger et qu'il rentre au pays et qu'il a la possibilité de bouger, on est content. Mais c'est ce que nous disons, c'est à votre honneur. Très rapidement, Gemma Taleb, on ne peut pas dire que cette décision n'a pas d'impact politique. Je voudrais, pour poser ma question, donner un extrait de ce qu'a dit ce 28 mai 2020 Henri Konan Bédié, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Il dit « Je voudrais, en mon nom personnel, du PDCI-RDA et celui de tous les présidents des partis membres de la CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, souhaiter un bon retour en Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo et au président Charles Blé Goudé. C'est avec une grande joie que j'ai appris ce jour, du jeudi 28 mai 2020, l'assouplissement des restrictions de liberté faites à son Excellence Laurent Gbagbo, président du FPI, et à Charles Blé Goudé, président du COGEP. Cet assouplissement de restrictions qui nous confirme leur libération tant attendue et longtemps espérée est un moment de bonheur pour les Ivoiriens et pour les démocrates du monde entier. Voilà que il y a forcément un impact politique, cette décision, enfin une portée politique. Mais elle a plus qu'une portée politique, elle a une portée historique, et je veux vous dire pourquoi. Rien que le communiqué que vous venez de lire de la part du président Henri Konan Bédié est en soi, en lui-même, un moment fondamental de l'histoire
actuelle que nous vivons de ce pays qui nous est tous si cher. Absolument. Le président Bédié a une histoire lui-même qui résume un peu la Côte d'Ivoire. Il a été renversé dans les conditions qu'on connaît. Il a changé des alliances 2 ou 3 fois. Il est devenu l'allié absolument indéfectible du président Ouattara. Puis après, ils se sont séparés sur les circonstances que nous connaissons, qui ne sont pas seulement liées au RHDP, mais plutôt à l'alternance en faveur du PDCI, comme semble-t-il, ça a été promis entre lui et Ouattara. Nous avons aujourd'hui une situation qui n'a plus rien à voir avec 2011. En 2011, on avait qui comme acteur politique? On en avait 3. Le président Ouattara, le président Gbagbo et le président Bédié. Aujourd'hui, nous avons le président Ouattara qui n'est plus candidat. Il a un poulain, il s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Nous avons le président Gbagbo qui est encore empêtré. Il y a une avancée fondamentale depuis hier, mais ça n'est pas terminé. Non. Et donc, il y a encore, il ne faut jamais insulter le procès en appel possible qui va avoir ou pas lieu. Donc, ça n'est pas encore terminé. Et puis, on a le président Bédié qui probablement lui-même n'est pas candidat compte tenu de son âge avancé. Donc, il y a de nouveaux acteurs. De nouveaux acteurs, c'est Guillaume Soro, qui lui a changé totalement de camp et qui lui-même est sujet à un mandat international lancé par celui-là même qui l'a soutenu en 2011. Nous avons donc Amadou Gon Coulibaly et nous avons probablement de nouveaux acteurs avec des dents plutôt longues. Bien sûr. Et qui vont sans doute aller jouer eux-mêmes un rôle politique demain. Oui. Ça trouve une situation qui doit être aujourd'hui assez problématique pour le président Ouattara. C'est comment gérer toutes ces difficultés qui vont se présenter à lui. Je laisse Gbagbo venir et Bédié, mais c'est pas compliqué. Je vais avoir un front contre moi qui est absolument important, qui désormais va de chez moi jusqu'aux antipodes de ce que je suis. Il va de chez moi, de Soro, parce qu'en réalité, Soro est de chez moi. Et donc, c'est une partie de moi-même. Il n'est peut-être pas parti avec de grandes troupes, mais enfin, il en a quand même. Ah oui. Deuxièmement, c'est que Bédié, qui était mon allié hier, duquel d'ailleurs moi-même j'ai récupéré une partie des troupes, mais enfin, il est encore là, il représente un pan politique, j'ai envie de dire, régional important. Absolument. Et puis, les troupes historiquement adversaires de Laurent Gbagbo. Et donc, cette équation compliquée, je vais la jouer, alors que moi-même, je ne suis plus acteur du jeu politique. Je l'abandonne. Je laisse à quelqu'un qui, pour le moment, est convalescent sur un lit d'hôpital à Paris. Oui. Et donc, cette situation-là est très compliquée pour le président Ouattara, qui, pardon, ne le sous-estimons pas. C'est un homme politique d'une intelligence remarquable, qui est un renard politique, qui est toujours capable de sortir des situations. Sauf que, il n'a plus le même âge. Non, sauf qu'il n'a plus le même âge. Ouais. Il n'a plus le même levier. Il n'a plus la même situation. La crise électorale, la dernière, lui a laissé de vraies traces. La crise liée à l'armée lui a laissé de vraies traces. Et donc, toute cette situation-là va être aussi pour lui assez compliquée à gérer. Vous savez, quand vous vous battez contre vos adversaires, c'est facile. Quand vous battez contre vos amis, c'est très compliqué. Et cette situation-là est compliquée. Jusqu'ici, et j'en aurais fini, c'est que le président Ouattara a réglé par le droit un problème politique interne. C'est d'ailleurs l'un des reproches que font généralement les observateurs à la CPI. C'est qu'elle dit, on a pris Bemba, on a réglé un problème à Kabila. On a pris Gbagbo, on a réglé un problème à Ouattara. Sauf que le retournement de situation est arrivé très vite. Bemba est revenu, mais ça c'est un autre pays, c'est un autre problème. Et là, Gbagbo va revenir. C'est-à-dire que ce qu'on a réglé hier par le droit n'est plus possible aujourd'hui. Il va falloir trouver une solution politique. Est-ce qu'on va continuer dans la même solution juridique? C'est-à-dire, on dit aux deux, vous êtes exit, vous êtes out, vous avez été condamné chez moi, de toute façon, ça n'est plus possible. Ou alors, nous allons jouer, le président Ouattara a reconnu lui-même, et je le dis et je le reconnais, un esprit de rassemblement qui est réel. Va-t-il demain être capable de faire un rassemblement de nouveau, de nous surprendre dans ce qui va lui arriver demain, en tout cas de ce qui va arriver à son pays, parce que pour lui, à la limite, il ne lui arrive rien du tout, parce qu'il abandonne le jeu politique. Ouais. Il va abandonner cette Côte d'Ivoire dans ces situations-là. Comment? J'aimerais bien le voir. Ça, c'est une interrogation assez complexe que vous soulevez là, Mohamed Lamine Sanogo. Vous avez suivi ce que vient de dire Jemal Taleb. Vous êtes un cadre du RHDP. Hein, effectivement. D'accord, hein, vous êtes un cadre de l'RHDP. Comment comprenez-vous la situation telle que décrite par Jemal? Cette difficulté qui se juxtapose pour vous, comment les transcendez-vous dans la perspective de cette présidentielle qui n'est que dans quelques mois? Alors, effectivement, les élections présidentielles sont dans quelques mois. Oui. Alors, la condamnation de M. Laurent Gbagbo et son acquittement n'ont pas empêché la Côte d'Ivoire d'avancer. La Côte d'Ivoire avance et continue. Monsieur Sanogo, dites les choses clairement. Condamnation et acquittement, comment? Vous parlez de quoi? Alors, quand je parle de condamnation... Bon,
quand je parle de... Oui, dites les choses. La transmission du dossier Gbagbo à la CPI. Non, on n'est plus à 2011. Non, mais laissez-moi venir, s'il vous plaît. Oui, mais allez-y, je vais circonscrire... Allez-y très rapidement. Voilà, je vais circonscrire la situation dans un cadre géographique avant d'aborder mes conclusions. Alors, vous parlez des difficultés dans son développement. Vous n'en avez pas? Non, je ne dirais pas qu'on n'a pas de difficultés. On a tous des difficultés. D'accord. Mais je sais compter sur le génie du président Ouattara pour gérer cette situation. Et de toute façon, le bilan du président Ouattara parle de soi-même. Il a pris le pays dans une situation qu'on connaît tous ici sur le plateau, dans une situation chaotique, catastrophique. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de retour dans le Conseil des Nations. Le prestige de la Côte d'Ivoire est reconnu à l'international. Les Ivoiriens sont en train de se réconcilier. Les Ivoiriens marchent, communiquent, travaillent ensemble de nos jours. Et cela est possible. Et c'est pour cette raison que le président Ouattara a décidé de ne pas se présenter tout en passant le flambeau à notre candidat pour les élections à venir, qui est le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, que je salue au passage. Voilà. Alors, du coup, à ce niveau, on n'a pas d'inquiétude. On sait compter sur le génie et la sagesse politique du président Ouattara et les cadres du RHDP pour gérer la situation. Et les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils sauront choisir, ils sauront décider quand l'opportunité leur sera offerte. Y compris si toutes ces forces politiques se coalisent contre vous. Alors, y compris... Alors, vous posez la question de savoir si toutes ces forces politiques se coalisent contre nous. Alors, il n'y a pas de coalition pour l'instant. Ah, on si. a aussi... Si, il y a le coalition. Il y a pas... Non, mais parlant de coalition... Je vais vous dire, elle s'appelle la CDRP, Coalition pour la démocratie et la réconciliation. C'est bien beau de parler de coalition, mais quelle est la force de cette coalition? En disant qu'il n'y a pas de coalition, je minimise en quelque sorte la force de cette coalition. Quels sont ses effets sur le terrain? Quelles sont ses actions qu'elles ont menées? Le peuple ivoirien d'aujourd'hui n'est pas le peuple ivoirien d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans. Je suis de la génération d'avant la guerre, je suis de la génération de pendant la guerre et je suis de la génération d'aujourd'hui. On voit les choses, on vit les réalités et on sait ce qui se passe dans notre pays. On parle de la Côte d'Ivoire, un pays qui m'a vu naître, où j'ai des intérêts, j'ai de la famille, j'ai des amis de tous bords politiques. Bien sûr. Alors, parlant d'avenir, parlant d'élection, le peuple saura se décider et le RHDP favorise sur le terrain. Je vois que vous étouffez d'optimisme et c'est plutôt, impressionnant. Moi aussi, la Côte d'Ivoire est un pays qui m'est très cher. Je suis mauritanien et je peux vous garantir que j'ai une grande estime et une grande communauté. Et un grand attachement à la Côte d'Ivoire, c'est évident. Et mon rêve, notre rêve tous, c'est que la Côte d'Ivoire vive une stabilité permanente. Parce que je vais vous dire, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire a une conséquence pour nous tous. Et donc aucun de nous ne peut être tranquille devant la Côte d'Ivoire. Cela dit,